Michaelis-Menten. Alors, Michaelis, c'était un homme et Menten, c'était une femme. Et il faut, pour rendre hommage aux deux, il faut dire Michaelis-Menten. On a souvent tendance à dire Michaelis, à citer le premier et à oublier un peu la seconde. Donc, on va se passer dans une équation. Alors, pour l'instant, je fais aucune approximation. E plus S va donner cet intermédiaire qui va donner E plus produit. Ok. Pour chacune des étapes de la réaction, il faut pas oublier de mettre les constantes cinétiques. Je vous rappelle, alors on utilise aussi la nomenclature en chimie. Les constantes cinétiques, ce sont des minuscules. Donc là, je mets K1, K-1 pour le sens retour. Et là, je mets K2, K-2 pour le sens retour. Déjà, le petit piège, enfin, c'est pas un petit piège, c'est pas un problème de notation, c'est comme ça qu'on le note ici. Le K-1, c'est des indices. K1 et K-1, K2 et K-2, ce sont des indices. Alors, ne le mettez surtout pas, ce que je veux pas voir après dans les calculs, et des fois ça dérive, c'est K-1. Hop, ce petit indice de moins 1, il est venu se mettre à la hauteur de la constante, et ça fait une soustraction. Vous soustrayez moins 1 de K. C'est pas le cas du tout, hein. Donc ça, ne faites jamais ça. Et pour vous dire aussi que dans les bouquins anglo-saxons, moi j'aime bien ça, hop, ils appellent ça la K-on, et ils appellent ça la K-off. K-on, c'est constante dans le sens aller, K-off, c'est constante dans le sens retour. J'aime bien cette notation là parce qu'il n'y a pas d'indice là. Alors il aurait fallu mettre après K-on 2 et K-off 2. Mais bon, voilà, donc on est dans les, on va dire, ici, donc en Europe, on utilise plutôt cette notation K1, il faut le savoir, et K-1. Ok, donc ça ce sont des constantes cinétiques, donc des minuscules. Ok, vous avez l'habitude de voir ce genre de choses. Ok, hop, je remets là. Donc, on va écrire maintenant l'équation de la vitesse de cette réaction. L'équation de la vitesse, c'est de voir combien il y a de produit qui est apparu en fonction du temps, ou combien il y a de substrat qui a été consommé. Donc on parle bien sûr de substrat consommé ou de produit apparu. Donc l'équation de vitesse, c'est le nombre de moles par litre de produit apparu par minute. Donc c'est un delta de concentration sur un delta de temps. Donc on va la noter comme ça. Alors ça, je vais le mettre. L'équation générale de vitesse, petit a, ce serait égal d de p sur dt. J'ai des problèmes d'écran aujourd'hui. Il est un peu grave, il faut que je le nettoie. Alors c'est quoi dt sur dt? Bon, c'est aussi égal à moins. C'est symétrique. Et c'est égal à quoi? Bah, vous regardez dans l'apparition du produit ici, vous regardez quelles sont les constantes qui vont créer du produit. Donc créer du produit pour moi, c'est la constante K2 qui va donner du produit. Vous regardez les constantes qui vont en consommer. Donc qui vont en consommer, c'est la constante qui fait partir le produit dans l'autre sens. Donc c'est la K-2 qui va en consommer. Et l'équation bilan finale, c'est tout ce qui permet de produire du produit, moins tout ce qui va consommer du produit. Donc là je ne suis pas du tout en condition de vitesse initiale, je fais aucune hypothèse, je donne tout simplement les constantes, donc d'apparition et de disparition. Donc c'est égal à K2. Alors bien sûr, après hop là,
Après, vous prenez exactement la même notation et le même raisonnement qu'en cinétique chimique, c'est K2 fois les concentrations de ce qu'il y a avant, et K-2 fois les concentrations de ce qu'il y a avant. Donc ce serait égal à K2 fois ES, ça c'est tout ce qui en produit, moins tout ce qui va en consommer, ce serait K-2 fois E, ce qu'il y a avant, fois P. Ça c'est l'équation de vitesse générale. Alors, le problème c'est que si effectivement on se met dans un cas où on va prendre en compte le fait que le produit peut aller dans le sens retour et peut-être resynthétisé, ce qui est possible, hein, les enzymes peuvent faire ça, hein, c'est tout à fait possible, mais si on commence à prendre en compte cette contribution de K-2, les équations vont être très complexes. Donc Michaelis-Menten, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va se placer en condition de vitesse initiale, et ça simplifie grandement le problème. Donc premièrement, je dis qu'on est en condition. Oh là. Ok. On est en condition de vitesse initiale. C'est-à-dire pendant les premiers instants de la réaction. Et bien, se dire que quand on est en condition de vitesse initiale, alors si vous voulez, d'un point de vue empirique, on va dire pas plus de 20% de substrat consommé. Pas plus de 20% de substrat consommé, ça veut dire que dans le laps de temps pendant lequel on va mesurer notre réaction, on aura toujours 80% de substrat qui reste dans notre tube. Donc on est en condition de vitesse initiale, on va favoriser la réaction dans le sens aller. Il y aura du produit qui va être formé, mais on va négliger le sens retour. Alors statistiquement, c'est clair qu'il y aura peut-être une molécule d'enzyme qui va prendre une molécule de produit puis le remettre en substrat, mais il y aura tellement plus de substrat, il y aura 80% de substrat qui reste, que c'est la réaction aller qui est préférée, et la réaction retour va être négligée. Ok, donc voilà ce que ça veut dire les conditions de vitesse initiale. Alors, ça veut dire, je vais mettre la réaction retour est négligeable. Ça veut surtout pas dire qu'elle n'existe pas. Des fois, je vois dans des bouquins K-2 égale 0. Non, K-2, elle a toujours sa valeur. Elle a toujours une valeur qui n'est pas nulle, puisque la réaction retour peut avoir lieu. Ça veut dire qu'on va simplement négliger la réaction dans le sens retour. Donc je mets réaction dans le sens retour est négligeable. Et donc ça va nous simplifier grandement la vie. C'est que D2P, donc la vitesse, hein, alors ça c'était, j'ai oublié de le marquer, c'était la vitesse. Alors D2P, alors maintenant je vais mettre VI, vitesse initiale. Elle va être égale, on va négliger ce terme-là, en condition de VI, négligeable en condition de VI. Ok. Donc VI égale dp sur dt en vitesse initiale. Donc là, vous notez bien, c'est la vitesse initiale, d'accord? C'est plus la vitesse d'un point de vue général. Hop. Ben, c'est égal à K2 ES. Et ça, c'est une équation qui va nous servir. On va l'appeler A'. Okay. Et cette équation-là, elle est super importante parce qu'elle nous permet de s'affranchir de cette constante K-2. Alors,
une autre façon de décrire maintenant l'équation, c'est de dire E plus S va donner ES qui va donner E plus P. Et vous mettez toujours K1, K-1, K2. Des fois dans certains bouquins, vous voyez, hop, on l'a mis avec un pointillé ici pour montrer que la réaction retour est négligeable. Ok? Donc voilà la première condition qu'on doit mettre en œuvre, c'est les conditions de vitesse initiale. Ok, maintenant, ça va se compliquer un petit peu, mais je vais essayer de vous expliquer un peu ce concept-là. Deuxièmement, il faut dire qu'on est dans l'état stationnaire. Donc c'est l'hypothèse de l'état stationnaire. Alors, ça, c'est pas Michaelis-Menten. Il faut rendre hommage aux deux autres. C'est Brix, Haldane, qui ont fait cette hypothèse-là. Alors, ça veut dire simplement que en tout état de la réaction, on est dans un phénomène de flux stationnaire, d'état stationnaire. Je vais essayer de vous expliquer un peu de façon plus imagée, mais dites-vous qu'en tout état, on est dans un moment de la réaction où tout est à l'état stationnaire, c'est-à-dire que ES égale constante. Constante. Mathématiquement parlant, ça voudra dire que la dérivée de ES par rapport au temps, si elle est constante, sa dérivée sera nulle. Et ça, on va l'utiliser pour faire une nouvelle équation. Avant d'aller plus loin, j'ai l'habitude d'expliquer l'état stationnaire comme quelque chose où on veut, par exemple, on fait une analogie, on veut tester le comportement d'une voiture. Et l'idée, donc l'enzyme, ce serait la voiture. Et on vous dit, voilà, on veut étudier le comportement de cette voiture pendant 1 heure, lorsqu'elle roule pendant 1 heure. Alors vous êtes sur un circuit, et puis pendant 1 heure à 100 km/h. Et donc on va mettre une vingtaine de voitures à notre disposition. Donc il y aura 20 chauffeurs, on va tous prendre place au volant d'une voiture. Et notre mission, à chacun des chauffeurs, c'est de démarrer la voiture, de se mettre sur le circuit, de la mettre à 100 km/h et de rouler pendant 1 heure à 100 km/h de façon à ce que les techniciens fassent tout leur relevé, etc., relèvent le comportement du moteur, etc. Bref, nous, ça ne nous intéresse pas après ce qu'ils font. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se mettre à 100 km/h pendant 1 heure. Donc, c'est d'être à l'état stationnaire pendant 1 heure à 100 km/h. Alors comment on ferait? On monte tous dans notre voiture, on démarre le contact, et puis on va commencer l'expérience. Donc on va passer la première, on va accélérer, on va passer la seconde, etc. On accélère jusqu'à ce qu'on soit à 100 km/h. Et une fois qu'on est à 100 km/h, là on bouge plus, et on reste tous identiques, on est tous à la même vitesse. Ce qui se passe avant cet état stationnaire, c'est ce qu'on appelle l'état préstationnaire. Ça, il est indépendant de chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un d'un peu nerveux qui va passer les vitesses à fond et puis qui va se mettre à 100 km/h en 5 secondes. Et puis une fois qu'il a 100 km/h, il s'arrête, il est à 100 km/h. Il y a quelqu'un d'un peu plus calme qui va passer les vitesses tranquillement et qui va se mettre à 100 km/h, mais il va atteindre les 100 km/h au bout d'une minute parce qu'il veut pas, voilà, il veut pas appuyer sur le champignon. Bref, tout ce qui se passe avant, c'est l'état préstationnaire. Et cet état préstationnaire en enzymologie, c'est pas facilement étudiable. Alors on peut l'étudier en moyen d'appareils qu'on appelle des appareils de mélange rapide, de stop flow, mais en termes d'enzymologie qu'on va faire ici en mélange manuel, on va pas étudier l'état préstationnaire, on va étudier l'état stationnaire. Donc c'est ça pour moi l'état stationnaire. Donc une autre façon mathématique de se dire, c'est que on a mélangé l'enzyme, le substrat, on a fait 2-3 retours de mélange par inversion du tube, et une fois qu'on a atteint, on va dire 10 secondes, on estime que toute
tout le mélange est homogène à l'intérieur du tube, et là on est à l'état stationnaire. Ce qui se passe pendant ces 10 secondes pendant lesquelles j'ai mélangé mon tube, c'est exactement ce qui se passe dans la voiture pendant que j'ai accéléré jusqu'à être à 100 km/h. C'est l'état préstationnaire, ça je veux m'en affranchir. Et mathématiquement, se dire qu'on est à l'état stationnaire, c'est dire que ES égale constante. Voilà. Voilà, en gros c'est ça. Alors c'est pas très facile à comprendre cette notion-là, mais voilà, c'est en gros, si vous n'arrivez pas à comprendre, dites-vous simplement que vous l'admettez, que ES égale constante. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, ben, on va écrire donc D de ES sur dt égale 0. C'est quoi D de S sur dt? Donc je reviens à cette... hop, hop, ici. Je vais le faire en vert. D de S sur dt, donc je considère ES. C'est quoi D de S sur dt? Ben, c'est exactement la même façon d'écrire l'équation de vitesse qu'on l'avait faite pour le produit, sauf qu'ici on va considérer le complexe michaélien, le complexe de Michaelis ES. C'est donc tout ce qui en produit. Alors c'est quoi tout ce qui en produit? C'est régi par les constantes qui vont donner du ES, donc les flèches qui vont pointer vers le ES. Donc c'est K-1. Donc K-1 fois E fois S, moins tout ce qui va en consommer. Tout ce qui va en consommer, c'est régi par les flèches qui s'éloignent de ES, donc c'est les constantes K2 et K-1. Donc K-1 fois ES plus K2 fois ES. Donc c'est toujours pareil, hein, même raisonnement. Donc ma vitesse d'apparition de d de S sur dt, c'est égal à K1, hop, fois E fois S, moins tout ce qui va m'en consommer. Alors ça va être K2ES et K-1ES, donc si je mets ES en facteur, je peux dire que c'est égal à K-1 plus K2 ES. Et ça, c'est égal à 0. Et vous allez voir qu'on va se servir de cette équation que j'appelle équation petit b pour essayer d'isoler une expression de ES que je vais remplacer dans l'équation petit a'. Et ça va se faire encore avec une dernière considération. Hop. Donc la troisième considération que je dois faire, c'est qu'il y a conservation des espèces enzymatiques. C'est bon, toujours pas de questions, vous suivez? J'espère que vous n'êtes pas parti. Conservation des espèces enzymatiques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en tout temps de la réaction, ma concentration totale d'enzyme, ce sera égal à l'enzyme qui sera sous forme libre, qu'on appelle ici E, plus l'enzyme qui sera sous forme de complexe enzyme-substrat. Et ça va nous permettre d'isoler une expression de E que je vais remplacer dans l'équation petit b. Alors la conservation de l'enzyme, c'est de se dire qu'en tout temps de la réaction, pourquoi c'est important? Alors je l'écris, et plus. Donc ça veut dire la concentration totale d'enzyme, c'est égal à la concentration d'enzyme libre qui n'a pas trouvé encore un substrat, plus la concentration d'enzyme qui a trouvé son substrat. Et cette somme fait la concentration totale. Pourquoi c'est important? Parce que la concentre E libre, je n'ai aucun moyen de le doser en solution. Je ne peux pas savoir combien il y a, quelle est la proportion d'enzyme qui est libre à un instant T. Sauf que E total, ça je le sais. Je sais très bien combien j'ai mis d'enzyme totale dans mon tube dès le départ pour mélanger avec mon substrat et pour faire ma réaction. Donc ça, je le connais. E total, je le maîtrise. Et E, je ne le maîtrise pas. Donc on veut s'affranchir de ça. Et ça, c'est l'équation petit c. Alors maintenant, je vais faire la démonstration. Vous allez voir, après c'est des maths. Hein. Alors si vous n'aimez pas les maths, voilà, tant pis, mais c'est des maths. Donc vous isolez extraire E
de l'équation petit c. Extraire E de l'équation petit c, c'est trivial. Vous dites simplement que E égale E total moins ES. Première façon de faire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette expression de E dans l'équation petit b. Si je remplace cette expression de E dans l'équation petit b, l'équation petit b c'était celle-ci, hein. K-1, bah, E je vais le remplacer par E total moins ES, et je vais essayer d'isoler une expression, alors j'en suis là, hein, c'est ici, là je vais remplacer E libre par E total moins ES, et je vais essayer d'isoler ES. Donc si je remplace E dans l'équation petit b, cette expression de E dans l'équation petit b, ça me donne, alors quelque chose d'un peu complexe, mais là il ne faut pas se tromper dans le développement, ça me donne K1 facteur de E total moins ES fois S moins, alors l'autre terme n'a pas bougé, K-1 plus K2 ES égale 0. Là je vais développer, je développe ça, j'ai donc K1 fois E total S moins K1 fois ES S moins K-1 plus K2 ES égale 0. Et là, vous allez voir, dans cette expression-là, je vais mettre ici hop, ES en facteur. Je vais le faire passer de l'autre côté du membre de l'équation. Et je vais pouvoir isoler une expression de ES en fonction de tout le reste. D'accord? Donc là, j'étais égal à K1. J'ai fait passer de l'autre côté déjà. K1 E total S est égal à K1 ES S plus K-1 plus K2 ES. Là, je mets dans le membre de droite ES en facteur. Donc ça, c'est égal ES facteur de K1 S plus K-1 plus K2. D'accord? Ok. Et ensuite, j'isole ES. Donc si j'isole ES, je fais passer toute cette expression-là, K1 K1S plus K-1 plus K2 au dénominateur, et ça me donne ES égale cette fraction-là, K1 E total fois S sur K1 S plus K-1 plus K2. Alors à ce niveau-là, on a presque terminé, parce que cette expression-là maintenant de ES, je vais la remplacer dans l'équation de vitesse initiale que j'ai appelée A'. Avant de faire ça, c'est là que c'est pas très intuitif, il y a une petite astuce, c'est que vous allez diviser le numérateur et le dénominateur par K1.
Et si vous divisez le numérateur et le dénominateur par K1, ce que je vais faire, c'est que je vais m'affranchir de cette K1 ici qui va disparaître, cette K1 ici qui va disparaître, et cette K1 qui va apparaître ici au dénominateur de K-1 plus K2. Donc j'ai donc ES qui est égal à cette fraction E total fois S sur S plus K-1 plus K2 sur K. Ok. Hop, je gagne de la place en faisant une fraction plus courte ici. Et ça, je vais simplement le mettre d'une certaine façon pour que ça ressemble un peu plus à l'équation de Michaelis. C'est aussi E total fois S. Généralement on met la Km en bas, vous allez voir que ça c'est la Km. Plus K2 sur K1, on la met plutôt à gauche, plus S, on le met plutôt à droite. Voilà. Et donc cette expression de ES, maintenant, je vais la remplacer dans l'équation A'. À remplacer dans l'équation de vitesse initiale que j'ai notée A'. Donc A' me disait que vitesse initiale était égale à K2 fois ES. Donc je remplace cette expression de ES ici, hop, dans le K2. Et donc là j'y suis presque arrivé. C'est bientôt la fin. VI égale K2 fois E total fois S sur K-1 plus K2 sur hop, sur K1 plus S. Et ça, c'est l'équation de Michaelis. On vient de démontrer l'équation de Michaelis-Menten. C'est tout bête. Hop là, pourquoi ça me fait ça? Pourquoi c'est tout bête? Parce que là, c'est quoi K2? K2E total. Hop, je vais y arriver. C'est Vmax. Et ça, c'est quoi? K-1 plus K2 sur K1, c'est égal à la Km. Ok? Ça, c'est la Km. Et ça, c'est la définition de la Vmax. Donc vous avez bien, là, on vient de redémontrer l'équation de Michaelis en disant que, en faisant l'hypothèse de condition de vitesse initiale d'être à l'état stationnaire et qu'il y a une conservation des espèces enzymatiques, on a bien une branche d'hyperbole de type VI égale Vmax S sur Km plus